Depuis toujours, l'homme cherche à comprendre le monde qui l'entoure, monde qui s'étend bien au-delà des cieux. Et depuis tout ce temps, l'homme essaye de donner des significations plus ou moins justes à ce qu'il voit. Aujourd'hui, nous allons donc remonter une fois de plus le temps pour découvrir et comprendre ensemble les origines de notre bon vieux système solaire. Hey, salut mes futurs astrophysiciens, comment vont-ils? Alors moi c'est pas très bien, surtout capillairement parlant en fait, puisque je suis plus proche d'un décès en ce moment en fait. Donc c'est pour ça que vous voyez beaucoup de vidéos de moi en ce moment sur YouTube, que j'en poste beaucoup. C'est pour que vous me voyez assez régulièrement, que vous vous attachiez à moi, et puis comme ça, quand je vais mourir, et vous me pleuriez. J'ai posté une première vidéo sur les origines du système solaire, et tous ceux qui l'ont vu l'ont apprécié, sauf un, ce petit... Et cela me fait vraiment plaisir car c'est une des vidéos que j'ai le plus apprécié à écrire, monter et tourner, donc merci beaucoup. Aujourd'hui, non, ce n'est pas le soleil que nous allons observer, mais bel et bien la plus grosse planète de notre système solaire. C'est pas le soleil la plus grosse planète? Pardon, attends. Attends, t'as bien vu la première vidéo que j'ai faite sur le système solaire, non? Non? Pourquoi? Ok, bon, dépêche-toi d'aller la regarder, hein, puis tu reviendras nous voir. Voilà, nous voilà enfin entre nous. Vous êtes prêts? C'est parti. Bienvenue il y a à peu près 4,6 milliards d'années, soit peu de temps après la naissance du système solaire. Si vous vous souvenez bien, dans la vidéo précédente sur le système solaire qui s'affiche d'ailleurs, attention quel côté, je crois que c'est lui. Nous nous étions arrêtés au moment où le soleil avait fini sa formation et avait autour d'elle un gigantesque disque tournoyant. Des milliers d'années après la formation du soleil, le disque continue à tourner. Mais si on se rapproche de ce dernier, on peut commencer à voir quelque chose se produire à 778,4 millions de kilomètres du soleil. Des particules, aussi infimes soient-elles, commencent petit à petit à s'agréger les unes avec les autres. Elles se heurtent et fusionnent entre elles pour donner des morceaux de roche de plus en plus importants. On passe alors de particules de quelques millièmes de millimètres à des morceaux de quelques dizaines de mètres, voire kilomètres. Mais il y a un mais. En effet, le disque d'où Jupiter a commencé à naître était exclusivement constitué de poussière, ce qui n'a pas permis d'augmenter sa densité, mais plutôt sa masse. On voit alors au fur et à mesure du temps un objet grossir, mais pas n'importe comment non. Celui-ci évolue extrêmement rapidement. Une masse terrestre correspond à peu près à 5,972 puissance 24 kg. Tandis que Jupiter, en seulement 1 million d'années, a atteint à peu près les 20 masses terrestres. Et a continué sur quelques millions d'années pour enfin atteindre une masse 2,5 fois supérieure à celle de toutes les autres planètes du système réunies. C'est un véritable monstre, mais pas seulement en taille. On a pu observer ensemble précédemment que Jupiter avait attiré toutes les poussières à ses alentours, modifiant ainsi la composition du disque solaire, laissant aux autres futures planètes bien moins de matériaux pour se former, et permis donc grâce à sa masse de séparer en deux parties distinctes, soit deux réservoirs à matériaux, ce fameux disque. En attirant autant de poussière vers elle, elle prit donc un volume très important, mesurant plus de 140 000 km de diamètre, soit l'équivalent d'à peu près 11 terres les unes à côté des autres. Jupiter n'est donc pas une planète tellurique, comme celle-ci n'est composée presque que de gaz. Et tellurique, c'est quoi ça? Ça veut rien dire. On parle de planète tellurique quand la planète que l'on regarde est rocheuse, qu'elle possède un plancher solide, non volatile, ce qui est l'opposition d'une planète gazeuse comme Jupiter. Si vous voulez marcher sur elle, c'est mission impossible. Sinon tu comptes un jour nous expliquer ce que c'est la tache là? Vous connaissez sûrement déjà tous cette grande tache rouge, emblème de Jupiter. Sachez qu'il s'agit d'un ouragan de plus de 300 ans, où les vents y sont extrêmement violents. Plus de 640 km/h, soit 2,5 fois plus violent qu'un ouragan de magnitude 5 sur la Terre, faisant plus de 24 000 km de long et 15 000 km de large, assez large pour pouvoir émettre 8 400 000 personnes, soit l'équivalent de tous les habitants de New York. Il faudrait aussi que chaque habitant fasse 1,80 m. Mais cet ouragan est si grand qu'il pourrait aussi contenir l'équivalent de 2 planètes Terre, sachant en plus que la tache est profonde de 300 km. La sonde Galileo a été la première à recueillir des informations sur Jupiter, sans avoir le point de vue terrestre, et ce en 1995. Mais cessa d'émettre après avoir plongé dans la géante gazeuse.
D'autres missions ont suivi comme Pioneer 10 et 11, Voyager 1 et 2, ainsi que Cassini et New Horizons. Ceux-ci n'ont que survolé en 1973, 74, 79, 2000 et 2007. Galileo, elle, s'est satellisée entre 1995 et 2003. Aujourd'hui, c'est Juno qui a pris le relais, et ce depuis 2016, et sera bientôt accompagné par Europa Clipper et JUICE. Imaginons que vous apparaissiez à son point atmosphérique le plus haut. Attiré par sa gravité titanesque, vous tomberiez dans une sorte de nuage à plus de 170 000 km/h. Non, enlever son casque n'est vraiment pas une bonne idée. Ce ciel bleu et ces nuages blancs ici ne sont que hydrogène pur et ammoniac gazeux. D'ailleurs, vous avez l'impression que le temps passe lentement, comme si le temps était figé. Et en même temps, vous avez la sensation que votre corps tombe de plus en plus rapidement. En effet, une chute de plus de 8500 km vous attend. Aussi, plus le temps passe, plus vous sentez que votre tête et vos jambes ne sont pas autant attirées. Allez, accélérons le temps. Votre vitesse de chute ralentit de plus en plus. Vous n'êtes plus qu'à quelques milliers de km/h. La pression ici est si forte que les gaz vous ralentissent. Depuis le début de votre chute, vous êtes passé par un ciel magnifique, un ciel obscur avec des orages 1000 fois plus puissants que sur Terre, en passant par des températures variant entre moins 160 degrés et plus de 100 degrés, ainsi que par des pressions passant de 1 bar à plus de 100 bars. Arrivé aux environs des 8500 km, ici, vous ne tombez plus. Non, vous coulez. Ici, les gaz comme l'hydrogène moléculaire et l'hélium liquide se mélangent pour créer un immense océan. Vous apercevez enfin de la lumière. Mais d'où vient-elle? La densité et la pression ici sont si importants que la matière crée sa propre lumière, passant du rouge au jaune puis au blanc. Après être sorti de cette zone-ci qui était à plus de 3400 degrés, bienvenue dans une zone plus accueillante, de plus de 10 000 degrés, soit 2 fois plus que la surface du soleil, et ayant une pression avoisinant les 2 millions de bars. Tu te fous de notre gueule en fait? Attendez, parce que vous ne venez seulement que d'atterrir dans la zone au fluide exotique. Ici, l'hydrogène est métallique, passant de liquide à solide, condensé par 6 millions de bars. Continuez votre chemin et vous atteindrez le noyau, tantôt supposé liquide, tantôt solide. Pas besoin ici de se concentrer pour ressentir la masse titanesque de Jupiter. Celle-ci est si intense qu'elle a permis à cette planète de posséder plus de 79 lunes, dont les 4 plus grandes ont été découvertes par Galilée en 1810, comprenant Io, Ganymède, Callisto et Europa. Donc je suppose que tu vas parler de toutes ces lunes pour les détailler. Non, ça c'est une prochaine vidéo. Allez, la bise. Abonne-toi.